25 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'enfin les épaves de Saint-Pierre reposent en paix. Comme vous le savez, cette opération, c'est une volonté très forte de protéger les épaves qui gisent au fond de la mer depuis 1902. Le moment est solennel, toutes les autorités politiques locales ainsi que les services de l'État sont là, preuve que l'enjeu est de taille. Cette installation consiste à matérialiser une zone qui est interdite au mouillage. L'objectif est de préserver ces épaves de mouillage intempestif. Quand on jette l'ancre, à chaque fois qu'on a jeté l'ancre sur les épaves, eh bien c'est un morceau de l'épave qui est parti définitivement, comme si on déchirait une page de l'histoire tout entière. À l'aide du baliseur de Fort-de-France, ce sont 3 bouées jaunes coiffées de la croix de Saint-André, ainsi que 4 coffres d'amarrage pour les navires de plongée qui sont installés dans la baie. Avec le balisage et la protection des épaves, c'est une nouvelle page qui s'ouvre sur l'histoire de Saint-Pierre. Un chapitre entier qui ne demande qu'à se révéler au grand public. Seulement, dans ce cimetière sous-marin que le temps a enveloppé dans son linceul de sable, de vases et de sédiments, tout reste à écrire. Aujourd'hui, seules les ruines ou le musée permettent d'appréhender la violence de la catastrophe et de mettre des images sur le drame qu'ont pu vivre les habitants de Saint-Pierre et les marins des bateaux présents dans la baie le 8 mai 1902. Il y avait 26 000 habitants dans la ville, mais tous ceux qui s'étaient réfugiés, parce que tous les villages aux alentours qui étaient bâtis en bois, se sont réfugiés dans Saint-Pierre, parce que c'était la seule ville qui était bâtie en pierre de grès. 30 000 personnes ont disparu en 3 minutes sous le souffle du volcan. Des photos, des récits, des objets de la vie quotidienne. Le musée réunit toute une collection d'objets exhumés des cendres de la ville. Il y a eu aussi des bateaux qui ont coulé lors de cette éruption. Donc ici, dans cette vitrine, vous avez le Tanaya, qui est au plus profond, à 85 mètres de fond. Le Roraima, la Gabrielle, le Diamant, le Dahlia, la Teresa, le Biscay. Ce sont quelques-unes des 14 épaves identifiées et répertoriées qui reposent jusqu'à présent dans la baie. À l'origine de cette découverte incroyable, il y a un plongeur, Michel Métairie. C'était en 1974, 70 ans après la catastrophe. Un jour, au bout du filet, l'épave de rêve qui m'a donné la passion, et à partir de là, je n'ai fait qu'une chose, c'est plonger tous les jours dans la rade pour découvrir ces bateaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, personnage discret et très humble, il reste avec son ami Jean Bally, disparu aujourd'hui, l'inventeur des épaves de Saint-Pierre. On est à l'époque charnière, des derniers grands voiliers, et les premiers vapeurs. Il y a un vapeur qui fait plus de 100 mètres de long, avec des coursives, avec du hublot, avec des machines. C'est un patrimoine unique au monde. Donc je les ai déclarés avec Jean Bally en 1977. Parce qu'on commençait à y avoir effectivement beaucoup de monde. Et les déclarer, déjà, les protège. Donc quand on déclare, on en devient l'inventeur. Alors je ne suis que l'inventeur des épaves Saint-Pierre. C'est auprès de l'île de Riou, au sud-est de Marseille, que la Calypso avait rendez-vous. Comme chacun le sait aujourd'hui, la Calypso du commandant Cousteau est spécialement équipée avec l'aide de la marine et de l'éducation nationale pour les recherches sous-marines. Les hommes grenouilles ont plongé, munis d'une caméra de télévision sous-marine. En 1977, l'équipe de la Calypso, au courant de cette découverte fabuleuse, se rend dans la baie de Saint-Pierre sous les consignes de Michel Métairie pour prendre la mesure de la richesse de ce site. Le commandant Cousteau et son équipe sont reconnus dans le monde entier. Depuis les années 50, ils sont à l'origine d'une discipline toute nouvelle, l'archéologie sous-marine. Une recherche sous-marine était suivie et dirigée de la surface. Et c'est ainsi que se dégage à la fois l'épave et l'histoire d'un drame vieux de 2 millénaires. Depuis cette époque et sous l'égide du ministère de la Culture d'alors, André Malraux, la France s'est dotée d'un service unique au monde entièrement consacré à la recherche sous-marine, son nom, le DRASM. Pour rencontrer ce service aujourd'hui incontournable, nous avons rendez-vous au sud de la France, au bord de la Méditerranée, dans le port de La Ciotat. Dans quelques minutes, pour la toute première fois, le André Malraux va appareiller. Oui, bonjour, on va larguer, on va sortir, faire un tour et on rentre dans la foulée. Ok,
Ce bateau tout neuf est fraîchement sorti des ateliers de la Ciotat. Il est entièrement conçu pour la recherche archéologique sous-marine. On avait besoin d'avoir un moyen propre qui nous permettait d'intervenir très rapidement pour gérer les biens culturels maritimes. Puisque la première mission du DRASM, c'est de gérer les biens culturels maritimes dans les eaux françaises. Réputé dans le monde entier, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines est l'acteur central dans la recherche archéologique française. C'est lui qui délivre les autorisations pour chacune des missions scientifiques et notamment en Martinique. Le site de Saint-Pierre est surtout célèbre en fait pour receler les épaves de l'explosion de la montagne Pelée. Et puis on s'est depuis longtemps finalement cantonné à cet aspect-là, en oubliant un peu trop souvent que Saint-Pierre, ça a été aussi un grand port de transbordement des marchandises qui arrivaient de l'Europe et de France en particulier. Alors depuis quelques années, nous on s'est intéressé à refaire l'inventaire. Et au fond, on s'est rendu compte que sans doute les épaves de 1902, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Alors nous avons décidé de remettre l'accent sur l'inventaire. Donc on a mené déjà plusieurs campagnes. Il y a déjà une épave qui a été découverte, qui est en cours d'étude, sous la direction de Laurence Serra. On compte prolonger cette étude et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a sûrement une couche archéologique extrêmement importante. Nous voilà maintenant à Aix-en-Provence. Tiens, Johanna, j'amène le Valoris. C'est ici qu'arrivent certains des échantillons qui proviennent des chantiers de fouilles. Dans celui-là, en fait, c'était de la fouille précédente. Ces fragments de céramique semblent anodins et insignifiants, mais ils illustrent l'importance des échanges maritimes entre la Méditerranée et les Antilles du XVIIe au XXe siècle. Pour ces scientifiques, c'est un immense puzzle qu'il faut reconstituer. Le matériel, il arrive dans des sacs, souvent pas lavé, pas coulé dedans. Donc le premier stade du travail, c'est de trier, ça veut dire de séparer les différentes catégories. Les différentes catégories, c'est, dans le cas présent, vous aurez de la faïence fine, vous aurez de la vraie faïence en pâte argileuse, vous aurez des terres vernissées. Ça vient de la Provence, c'est des tians, des bassins. Ceci, c'est des poêlons de Valoris qui servaient pour la préparation de la cuisine. Ça, c'est un morceau de marmite de la même production. C'était la céramique dans laquelle on cuisinait dans toutes les Antilles de l'époque coloniale. Henri Amouric est directeur de recherche au CNRS. C'est le responsable de ce laboratoire. Aux côtés du DRASM et de l'association Archaeos, il est à l'origine de la toute dernière campagne de fouilles qui s'est tenue en novembre 2011 sur le site de Saint-Pierre. Pour lui et son équipe, ces découvertes ont du sens si elles sont partagées avec le public. Nous avons toujours eu une politique très volontaire de communication au public, de restitution au public. Il s'agit bien de rendre. Il ne s'agit pas d'acquérir de la science, des savoirs pour en faire un usage privé. Il ne s'agit pas d'accumuler des savoirs qui ne serviront à personne. Il s'agit d'accumuler des savoirs pour les rendre au public, en l'occurrence au public martiniquais. Jusqu'à présent, tous les chantiers de fouilles étaient réalisés par des équipes de scientifiques venus de l'Hexagone. Mais en novembre 2011, pour cette toute dernière mission, 2 plongeurs diplômés martiniquais ont été formés aux techniques spécifiques de fouilles immergées. Il est important pour nous de savoir ce qui se passe sur notre terre et donc de pouvoir intervenir dessus, d'être au moins conscient de ce qui se passe, d'être au courant. Donc dans la mesure où nous avons été formés maintenant, nous sommes donc une base avancée, on peut dire, pour une collecte d'informations et lorsqu'ils vont venir pour aider à faire les fouilles. Donc maintenant, on est sûr qu'on sera tenu au courant. Eux, après prescrit notre aide parce qu'en fait, ils ont aussi une information extérieure. Je parlais donc de collecte d'informations, mais intéressant de savoir ce qui s'est passé, peut-être par rapport à des petites histoires simplement qu'on entend souvent, ça part de ça. Donc maintenant, c'est vrai qu'on fait partie un peu de l'équipe. Malgré la richesse du site de Saint-Pierre, il n'existe pour le moment aucune formation universitaire dédiée à l'archéologie sous-marine. Une chance pour ces plongeurs qui ont bénéficié d'une formation scientifique. On a trouvé des assiettes, des couverts avec le nom. Les marins avaient leurs assiettes et ils gravaient leur nom au dos. On a trouvé ces objets-là et très vite on se transpose à cette époque-là et on essaie d'imaginer, donc on a un imaginaire, il y a ce qu'on imagine et après à partir en fonction des éléments-là, ça paraît plus palpable, on ressent plus les choses. Mon arrière-grand-mère était boulangère à l'époque de l'éruption de 1902. Le fait de trouver des poteries d'Aubagne où dedans elle pouvait faire cuire à manger, tout ça,
ben, quand vous les avez en main, c'est pas la même chose que quand vous l'imaginez. Parce que vous avez l'élément, vous avez une accroche matérielle, on va dire. La totalité des objets recueillis lors de cette toute dernière campagne de fouilles sont restés sur le territoire. Ils séjournent dans les locaux des services de la recherche archéologique à Saint-Pierre, où ils bénéficient d'un traitement particulier. Une fois tous les 3 mois, Lucien Grosol vient changer l'eau des bacs dans lesquels trempent une partie des objets recueillis par les archéologues. Ce changement est nécessaire parce que le mobilier qui a trempé il y a de nombreuses années dans la rade de Saint-Pierre, donc il y a, c'est de l'eau de mer et des cristaux de sel se forment autour. Donc il faut quand même, on appelle ça la désalinisation. Toute cette vaisselle domestique provient de la région d'Aubagne, ustensiles du quotidien utilisés dans toutes les maisons au début du siècle dernier, des objets tout simples mais qui tous racontent une histoire. Alors nous avons différents objets, voilà, des pots en terre cuite. Donc ces formes, on a la chance d'avoir des pots entiers, parce que généralement ce sont des fragments retrouvés. Donc, qui servaient pour la cuisson ou objets de décoration. On avait aussi des pots de chambre. On a un pot de chambre là. Une fois rincés de leur sel, ces objets seront présentés au public. Une exposition est prévue pour 2013, car il s'agit maintenant de permettre aux Martiniquais de recoller les fragments d'une histoire et de reconstruire le puzzle d'une mémoire. L'histoire, on la connaît, 1902, la montagne Pelée, les épaves ont coulé dans la baie de Saint-Pierre, certes, mais il faudrait que ces épaves soient plus accessibles à certaines personnes. Quand j'étais gamin, je plongeais ici, mais au bout du quai, mais pas plus loin. On n'avait pas d'équipement. Après, il y a Cousteau qui est venu, mais nous, on n'a jamais eu cette opportunité. Bon, on ne sait pas, je ne connais pas du tout. Bon, j'ai vu par rapport aux reportages qui ont été faits par ces gens-là, mais moi, je ne connais pas du tout le site, pas du tout. Il y a énormément d'épaves sous l'eau. Malheureusement, elles ne sont pas tous accessibles à certaines personnes, puisqu'il n'y a que des plongeurs confirmés qui peuvent descendre sur ces épaves. Développer tout ce qui est peut-être la plongée sous-marine, ça peut être une idée. Je vois ça se développe dans la baie, mais encore, regardez, c'est encore une élite. Regardez qui va à la mer là. Hein, c'est toujours pareil, des touristes. Et alors, je n'ai pas regardé les prix pour savoir si c'est abordable ou pas, mais on aurait pu faire quelque chose de ce type pour que les jeunes puissent connaître cette richesse. Avec le projet du Grand Saint-Pierre, les bateaux qui reposent dans la baie offrent aujourd'hui le plus grand des musées. Et la découverte des épaves reste certainement le plus vaste des chantiers. Anne Dufour et Patrick Chamoiseau, je voudrais vos impressions. Avons-nous été objectifs? Y a-t-il des choses qui vous ont frappé ou choqué? Anne Dufour. Alors oui, moi je crois que ce reportage était particulièrement représentatif de la situation. Il nous montre combien ce patrimoine est peu connu finalement des Martiniquais, combien il mérite d'être mieux connu. Alors, vous représentez ici la DAC, on a dit, j'ai envie de dire que c'est une aubaine pour vous ces épaves, non? Absolument, c'est une aubaine parce qu'elles peuvent représenter un enjeu humain pour le Martiniquais. Ça permet de plonger dans nos racines, mais c'est aussi un enjeu économique, un enjeu touristique. Et je crois que là, il y a vraiment de grands pas à faire. Alors Patrick Chamoiseau, vous en êtes d'accord évidemment, oui, vous bien qui êtes sûr. chargé de mission sur ce grand projet. Bien sûr, ce qu'il faut considérer, c'est que nous avons là dans la rade de Saint-Pierre un patrimoine d'une densité exceptionnelle et un patrimoine absolument extraordinaire et qui appartient à l'histoire de la Martinique et pas seulement à l'histoire de la Martinique, mais à l'histoire de Saint-Pierre qui était une ville de la Caraïbe, des Amériques et aussi toutes les relations coloniales. Alors ce site archéologique, parce que c'est un site archéologique, c'est un site patrimonial, témoigne d'une histoire qui est une histoire urbaine, qui est une histoire portuaire, mais aussi témoigne de l'histoire esclavagiste et des relations qu'entretenait cette ville avec l'ensemble du monde. Et le Grand Saint-Pierre est donc en marche, on peut le dire. Le Grand Saint-Pierre est donc en marche et ça, c'est une des pièces maîtresses de l'opération. Alors, Anne Dufour a parlé tout à l'heure d'enjeux touristiques. C'est vrai qu'il y a un enjeu touristique important. On entend beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. Vous savez, c'est un peu l'arlésienne, j'ai envie de dire, à Saint-Pierre. On parle de sous-marins et bien d'autres choses. Oui, tout est possible, hein. Ce qui est sûr, c'est que nous avons à valoriser un site exceptionnel. Tous les moyens sont envisageables. Alors, il y a eu un sous-marin qui a fonctionné pendant quelques années, qui s'est arrêté. Une entreprise privée, il faut le dire. Voilà, une étude sera lancée pour voir si la chose est envisageable. Mais tous les moyens
d'exploration, hein. Il y a des systèmes de caméras, il y a peut-être aussi des systèmes d'observation à la surface. Enfin, des études vont nous dire ce qui est le mieux pour que les Martiniquais puissent se réapproprier de ce site et puis que les voyageurs puissent aussi explorer ce trésor. Parce que là, on a véritablement un trésor assez exceptionnel. Madame la conservatrice, si je puis me permettre, c'est vrai que vous avez en stock, encore une fois, Oui. pas mal d'objets récupérés justement en baie de Saint-Pierre. En termes de conservation, comment cela se passe-t-il? Alors, pour l'instant, nous avons un dépôt archéologique dans lequel les chercheurs peuvent venir travailler, peuvent étudier ces objets. En revanche, nous avons déjà pratiqué ce que l'on peut appeler une politique de dépôt, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces objets les plus remarquables ont eu l'occasion de regagner un certain nombre de musées pour être montrés au public. Car il ne s'agit pas seulement de connaître, de conserver, il faut également valoriser. Et les musées sont bien sûr l'occasion la plus efficace de valoriser ce patrimoine. Alors Patrice Chamoiseau, c'est vrai que le musée est l'un des vecteurs, on peut le dire, hein, donc de ce projet de Grand Saint-Pierre, mais il n'y a pas que cela. Non, c'est-à-dire que là, nous avons un site qui est absolument extraordinaire. Nous pouvons en faire bien sûr un lieu de loisirs, de visite, d'exploration, mais nous pouvons aussi en faire un lieu de recherche scientifique. Donc la rade de Saint-Pierre peut être l'occasion de mettre en place, comme nous l'avons monté avec l'ADAC et les services de l'État, un pôle de recherche archéologique sous-marine. Donc en sorte, on aura des scientifiques, des étudiants, des gens qui viendront du monde entier pour explorer une rade où il n'y a pas seulement les épaves de Saint-Pierre, mais depuis la création de Saint-Pierre, depuis 1635, on a des naufrages, des bateaux, et toute la rade constitue potentiellement un site d'une richesse qu'on n'a pas encore commencé à explorer véritablement. Encore une fois, pour vulgariser le tout, j'ai envie de dire que c'est pain béni. C'est pain béni, disons que c'est une porte d'entrée absolument exceptionnelle du point de vue archéologique, mais disons que la mer ouvre à la terre. Pourquoi? Parce que tout Saint-Pierre, c'est un site archéologique d'une puissance absolument incroyable. Il faut imaginer que depuis l'éruption, on a eu plusieurs mètres de cendres qui ont conservé la vie et la vie quotidienne presque d'une ville de 30 000 habitants. C'est-à-dire que sous tout ce que vous voyez là, toutes ces cendres qui sont absolument visibles partout dans Saint-Pierre, on a le souvenir d'une ville exceptionnelle qui était appelée le Petit Paris des Antilles, pour vous dire à quel point on avait de la culture, de l'expression, de l'économie, du social, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, on a un site archéologique sous-marin, mais aussi un site archéologique terrestre absolument exceptionnel, et nous pouvons en faire un pôle de recherche scientifique. Et là, entre autres, c'est l'homme de lettres qui parle. Ah oui, oui, oui. Moi, je pense que la littérature, son avantage, c'est d'ouvrir à tout. Et moi, mon rêve serait que Saint-Pierre devienne autant un lieu de visite touristique, autant un lieu de loisirs pour les Martiniquais, mais quelque part qui, dans le monde scientifique de l'archéologie, constitue une référence et même une perspective. Alors, dites-moi tous les deux une question comme ça. Est-ce que vous pratiquez la plongée sous-marine, Madame Dufour? Oui, moi je la pratique en effet. Patrice Chamoiseau? Moi, c'est avec les mastuba, pas avec les... Et je suis très content d'avoir vu le documentaire parce que chaque fois que je vois des images sur les épaves de Saint-Pierre, ça m'évite d'aller plonger moi-même. Alors, pour vous donner encore envie d'y aller justement sous l'eau, je vous propose donc de partir à la découverte d'une épave emblématique de Saint-Pierre, le Roraima. Il s'agit d'un ancien bateau à vapeur, et oui, cela a existé, qui repose à plus de 40 mètres de profondeur. C'est un sujet de Laure Martin Hernandez.